J'arrive maintenant sur la dernière partie qui va correspondre aux variables de la macroéconomie. Donc on va retrouver différentes définitions. La première définition, c'est la production globale. La production globale, c'est l'activité qui apporte de la valeur ajoutée par la réalisation de biens et de services tout simplement. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir transformer des facteurs de production, des matières premières, des produits intermédiaires, de la main-d'œuvre, en nouveaux produits. D'accord ? Ça s'appelle la production globale. La demande globale, eh bien, on va aller voir qu'on en retrouve de la demande globale dans le secteur privé, tout comme dans le secteur public, par des consommateurs, par des entreprises. Et ça peut être à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur du pays. La demande globale, elle est constituée de dépenses de consommateurs, d'accord ? Donc les consommateurs, on va parler des ménages en termes de biens et de services. On va parler de dépenses d'investissement par les entreprises, d'accord ? On va parler pour l'État de dépenses publiques en biens et également en services. Et enfin, on va aller voir les importations et les exportations qui sont faites dans le pays. Donc finalement, au bout du compte, on a une équation. On va obtenir une équation avec comme résultante le PIB. Et le PIB correspond à la somme de la consommation des ménages, des investissements des entreprises, des dépenses publiques réalisées par l'État. Et on additionne également la différence entre les exportations moins les importations, d'accord ? Ce qui nous permet d'avoir la balance extérieure, une balance extérieure nette. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir la demande, d'accord ? Puisque s'il y a une demande, en face, il y a une offre, à chaque fois. Et c'est le point d'équilibre sur les deux courbes, AS et AD. On va retrouver aussi le revenu, on va retrouver aussi la dépense. Le revenu en économie, c'est l'ensemble des ressources ou droits qu'un individu ou une entreprise ou une collectivité publique perçoit sur une période donnée, d'accord ? Voilà. Et on va avoir également une équation entre le travail, les taxes et les rentes, en tout cas ce qui peut rentrer de la part, les profits, tout simplement, quoi. Une notion à aller voir, c'est le PIB nominal, la différence entre PIB nominal et le PIB réel. Parce que dans la vie d'un pays, il y a l'inflation. L'inflation est un taux qui correspond à l'augmentation des prix. Généralement, on est sur une inflation positive, généralement, d'accord ? Et l'augmentation des prix fait que la valeur d'un produit n'est pas la même d'une année à l'autre si on devait rapporter ce prix-là en valeur constante, en valeur réelle, d'accord ? Puisque le produit va perdre de sa valeur s'il y a une forte augmentation du taux d'inflation. Donc on fait une différence entre le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB nominal, c'est le PIB à un instant T, sans prendre en considération le taux d'inflation. Alors que le PIB réel va aller chercher à pondérer finalement le résultat du PIB nominal avec l'inflation pour obtenir des bases comparatives d'une année à une autre, d'une décennie à une autre. Et on va se rendre compte que finalement, il y a des produits qui pouvaient nous paraître plus chers à un moment donné, qui peuvent nous paraître plus chers aujourd'hui, et puis que finalement, ils ne le sont pas du tout, quoi. Ils ne le sont pas du tout parce que si on pondère avec l'inflation, on va se retrouver avec quelque chose, en tout cas un produit qui sera finalement pas plus cher, quoi. C'est juste dans la croyance, mais c'est plus qu'une croyance, c'est dans l'économie tout simplement. Le taux de chômage. Le taux de chômage, c'est aussi une notion à prendre en compte. C'est le pourcentage de personnes faisant partie de la population active qui sont au chômage, d'accord ? Donc, quand on parle de population active, c'est une population qui est en âge de travailler, qui travaille ou qui souhaite travailler. Je ne rentrerai pas dans les différentes définitions du taux de chômage. Il en existe plusieurs. Prenons celle-ci, c'est la plus simple, tout simplement. Alors, il y a une notion qui s'appelle la loi d'Okun. Okun, il établit une relation entre le taux de croissance et la variation du taux de chômage. Lui, il dit tout simplement que pour diminuer le chômage, il faut qu'il y ait un taux de croissance du PIB de 3% annuel. C'est ce qui va permettre de créer de nouveaux emplois. Et si les 3% ne sont pas là, quelles peuvent être les autres mesures ? Maintenant, pour lui, c'est important d'aller chercher ces 3% de taux de croissance. C'est pour ça qu'aux informations, on entend souvent parler « allez chercher 3%, il faut aller chercher ces 3% minimum ». Parce que ça crée de l'emploi. C'est une loi, elle peut être remise en question, elle a déjà été remise en question, de par ce qu'on a pu voir par le passé. Je reviens sur le taux d'inflation. L'inflation, d'accord, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Effectivement, 1 euro
d'aujourd'hui ne correspond pas à 1 euro d'il y a 10 ans. Tout simplement parce qu'il y a eu l'inflation entre-temps. Donc c'est une hausse des prix. Voilà. Le lien qui va exister, alors c'est le déflateur. Le déflateur, c'est un instrument qui permet de corriger en une grandeur économique des effets de l'inflation. Donc en fait, c'est comme un multiplicateur. Et c'est un multiplicateur qu'on va utiliser entre le PIB nominal et le PIB réel. Voilà, il y a juste cette notion-là à connaître. En ce qui concerne la consommation, eh bien, c'est l'utilisation de biens, de ressources, dont on ne peut se servir qu'en les détruisant ou en les transformant. Donc pour nous, en tant qu'humains, pour la satisfaction de nos besoins ou de nos désirs, finalement, c'est la consommation finale. Pour les entreprises, c'est une consommation intermédiaire, puisque l'entreprise est là pour produire pour un consommateur final qui peut être entreprise, tout comme ménage. Donc, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que la consommation est utilisée par les ménages et l'investissement utilisé par les entreprises. Les ménages investissent uniquement dans des biens immobiliers. L'investissement, quand on dit « tiens, je vais investir dans un téléphone, j'ai investi ici et là », ce n'est pas du tout le cas. L'investissement, d'un point de vue économique, se fait uniquement sur des biens immobiliers. Donc voilà, c'est important de faire cette différence-là, parce que parfois on fait l'erreur, et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien d'avoir ces petits ajustements, cette connaissance-là. Courte notion d'économie avec Keynes, qui dit que la propension à consommer diminue au fur et à mesure que les revenus augmentent. C'est-à-dire que plus nos revenus augmentent, plus on aura tendance finalement à épargner. Parce qu'à un moment donné, tous nos besoins, tous nos désirs sont satisfaits. Donc à un moment donné, on mettra l'argent, les revenus en épargne. Donc pour lui, c'est important d'aller augmenter les revenus des personnes qui ont des faibles revenus. Parce que ces personnes-là, ce sont ces personnes qui vont aider à la relance économique. C'est le point de vue de Keynes. Voilà. Investissement, c'est l'action d'investir. Nouveaux moyens de production, ça concerne, je vous l'ai dit, les entreprises, tout simplement. Et l'idée derrière un investissement, c'est d'en retirer un profit. Donc finalement, un investissement en entreprise, c'est bien différent d'une charge, d'accord ? C'est très important de faire cette différence-là entre un investissement et une charge en entreprise. La charge, c'est quelque chose qui est consommé, alors que l'investissement, c'est quelque chose qui va nous permettre de générer derrière du profit. Donc on a différents types d'investissements qui peuvent être classés selon leurs objectifs. Le remplacement d'un matériel obsolète, d'accord ? L'augmentation des capacités de production, la modernisation afin d'accroître la productivité. Donc là, on parle vraiment des entreprises. La modernisation afin d'accroître la productivité. L'investissement stratégique pour développer l'entreprise. L'investissement financier. Alors, quel est le lien finalement avec l'inflation, entre investissement et inflation ? Si l'inflation est modérée, elle peut favoriser la croissance en stimulant les investissements. Ça, c'est une notion à bien comprendre. Si il y a une inflation faible, on aura plus tendance à investir. Et si l'inflation est forte, elle compromet la croissance parce que l'entreprise pourra se dire, finalement, c'est peut-être important d'aller épargner. Le consommateur aussi pourra se dire, tiens, c'est important d'épargner pour préserver. Et donc, une dernière notion, c'est que plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'investissement diminue, tout simplement, et inversement. D'accord ? Si on a des taux d'intérêt faibles, on aura tendance à consommer et à investir, qu'on soit entreprise ou qu'on soit ménage. Enfin viennent les dépenses publiques, nouvelle notion. Les dépenses publiques, c'est l'ensemble des dépenses qui sont réalisées par les administrations publiques, d'accord, à travers des impôts, des taxes, des cotisations sociales, et par donc des recettes. Tout ça, ça correspond à des recettes publiques. Et puis on a aussi l'excédent public qui est existant, d'accord ? Quand on parle de politique budgétaire, on va aller chercher quoi ? On va aller chercher un équilibre budgétaire. On peut aussi se retrouver, si on a des dépenses qui sont supérieures à nos taxes, en tout cas ce qu'on peut emmagasiner quand on est l'État, on va parler de déficit budgétaire. Et à l'inverse, quand on va avoir finalement des taxes qui sont supérieures aux dépenses, on va parler d'excédent budgétaire. Et la dernière notion concerne les exportations et les importations. Donc l'exportation, vous le savez, c'est l'idée de vendre, en tout cas c'est l'action de vendre à l'étranger, alors que l'importation, c'est
l'idée, ou en tout cas l'action d'aller faire venir un produit de l'extérieur dans notre pays. Et la différence entre les deux s'appelle la balance commerciale. Donc le solde de la balance commerciale peut avoir deux différences, parce que finalement on peut avoir des exportations supérieures aux importations, et là on va parler d'excédent commercial. On parlera de déficit commercial quand on aura des importations qui sont supérieures à nos exportations.